RFI et France 24 présentent Mardi politique. C'est l'heure de Mardi politique sur France 24 et RFI. Bonsoir Frédéric Rivière. Bonsoir Roselyne, bonsoir à tous. Alors notre invité est Aurore Berger, députée des Yvelines et porte-parole de La République En Marche. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être avec nous. Alors que le grand débat donc, touche à sa fin, on entend un peu plus les marcheurs. Le patron de votre parti, La République En Marche, Stanislas Guerini, a fait des propositions dont on va parler bien sûr. Les marcheurs ont été peu entendus durant tout le quinquennat, le début du quinquennat d'Emmanuel Macron. Le parti a-t-il désormais une existence politique, on va dire, plus forte et peut-être plus audible ? Je crois que c'est important qu'un mouvement politique réussisse à développer des idées propres. Sinon, à quoi sert un mouvement politique s'il n'est pas en capacité de porter des idées neuves ? C'est ce qu'on a fait. On est dans le cadre et dans le contexte du grand débat national. Ça aurait été un peu incongru qu'on soit les seuls, finalement, à ne pas porter des idées dans le grand débat national. C'est ce qu'on a fait sur les questions fiscales, sur les questions de solidarité en général, sur les questions écologiques, ce qui fait aussi l'ADN de ce qu'est notre mouvement. Mais est-ce que vous auriez pu le faire peut-être un peu plus tôt, avant que la crise des Gilets jaunes n'éclate ? En tout cas, on le fait maintenant, à un moment où ça nous semble utile et opportun de pouvoir le faire. C'est vrai que c'est toujours un peu la question qu'on se pose quand on est le parti de gouvernement. Comment on se positionne ? Évidemment, on est en soutien de l'action qui est menée par le président de la République et le gouvernement. Ça paraît assez légitime et attendu. Mais je pense qu'au-delà, il faut qu'on ait une identité politique propre, qui soit la mise en œuvre de notre projet, mais au-delà, d'arriver à être en avance, d'arriver à anticiper sur le calendrier parlementaire, politique, et d'arriver aussi à continuer à produire des idées nouvelles. Et je pense qu'au-delà du calendrier électoral et des élections européennes, puisqu'évidemment on portera un projet dans le cadre de cette campagne européenne, qui a largement été dessiné d'ailleurs pendant la campagne présidentielle, je pense que c'était très important qu'on marque de notre sceau aussi la question du grand débat national. Alors exister, c'est ce que veut en effet Stanislas Guerini, le délégué général du parti. Il dit que La République En Marche doit être l'aiguillon de la majorité. C'est une espèce d'acte d'émancipation, en quelque sorte, prendre un peu de liberté par rapport à la figure tutélaire d'Emmanuel Macron. Est-ce que les députés, notamment les sénateurs, enfin La République En Marche, est prête à ça aujourd'hui ? Mais je pense que c'est important. C'est important qu'on réaffirme évidemment le soutien qui est le nôtre au président de la République et à l'action qu'il mène. Mais je pense qu'encore une fois, au-delà, on doit pouvoir être en capacité de faire des idées et de les mettre dans le débat public. Par exemple, on va en évoquer quelques-unes, mais là, il y a un certain nombre de propositions qui ont été faites, dont certaines peuvent paraître un peu, peut-être difficiles à mettre en œuvre, peut-être pas tout à fait sur la ligne du président. Est-ce qu'elles ont été présentées au président d'abord pour validation? Est-ce qu'on lui a dit voilà ce qu'on va présenter? Non, on n'a pas demandé une pré-validation des différents éléments. Je pense que c'est très cohérent par rapport à ce qu'est notre ligne. Quand on reparle des questions écologiques, c'est ce qui fait aussi l'ADN de La République En Marche, d'avoir une ambition écologique très assumée, par exemple avec cette proposition d'avoir une voiture bas carbone pour les plus bas revenus qui permet d'être louée à 50 € par mois. Ça, je pense que c'est quelque chose qui est à la fois un progrès social et écologique. Quand on dit qu'il faut supprimer la taxe d'habitation pour 100% des Français et en gardant le fameux « en même temps » avec plus de progressivité pour l'impôt sur la fortune immobilière, parce que vous n'êtes pas la même personne quand vous avez un patrimoine de 2 millions d'euros, ce qui est déjà très conséquent, et quand vous avez un patrimoine de 50 ou 100 millions d'euros, et vous pouvez contribuer de manière différente à l'effort national. Mais dans les propositions sociales qui sont faites, notamment sur les retraités et la réindexation des retraites sur l'inflation, donc redonner du pouvoir d'achat aux retraités, est-ce que ça, du coup, c'est discuté aussi avec le président de la République parce que on sait que le sujet est vif, notamment vis-à-vis des retraités, puisqu'on avait désindexé, dans le fond, leur retraite. Et aujourd'hui, on sait que, alors qu'on est à quelques mois d'une élection, les personnes âgées sont celles qui votent. On a fait des choix de manière très claire pendant la campagne présidentielle. On a fait un choix sur la CSG notamment, qui a pu être débattu. C'est vrai que moi, je me souviens, pendant la campagne législative,
c'est jamais le choix le plus populaire quand vous dites que vous allez demander de contribuer plus, mais c'était en contrepartie de la baisse des cotisations sociales. Et là, en effet, nous, on considère au sein de La République En Marche que pour les personnes qui touchent des petites pensions de retraite, la réindexation est une mesure qui serait une mesure de justice sociale, de la même manière sur la question du financement des EHPAD. On voit bien qu'on n'est pas tous égaux face au grand âge, face à la dépendance, et qu'en fonction de vos situations personnelles et familiales, vous pouvez être soutenu ou non, et on l'a tous vécu, de voir que on n'avait pas accès aux mêmes maisons de retraite, aux mêmes EHPAD, en fonction de nos niveaux de revenus. Et ça, dans une société qui est aussi une société qui se veut protectrice, fraternelle, c'est pas acceptable. Donc ce jour de solidarité dont il est question, qui existait déjà, c'était Jean-Pierre Raffarin, après la canicule, est-ce que c'est envisageable? Est-ce que c'est une piste sérieuse? En tout cas, pour financer justement la dépendance des personnes âgées. C'est une piste très sérieuse et que nous, on met sur la table. Et moi, j'attends de voir aussi la réaction des autres mouvements politiques. Parce que justement, nous, on considère qu'il ne faut pas augmenter la pression fiscale dans notre pays. On aurait pu dire, pour aider au financement des EHPAD, on va augmenter la pression fiscale. Nous, l'objectif qu'on a et qu'on a énoncé de manière très claire au moment de la présidentielle, c'est une baisse de 20 milliards d'euros de pression fiscale. C'est-à-dire on rend 20 milliards d'euros d'impôts aux Français. Donc il faut tenir cet engagement-là. Mais dans le même temps, ce que je vous disais, on n'est pas tous égaux face à l'âge et face notamment à la dépendance. Et on veut que l'État puisse financer jusqu'à 25% du coût des EHPAD. Et pour cela, on estime qu'il va falloir en effet... En tout cas, c'est notre proposition aujourd'hui qui a une journée de solidarité. Je voudrais revenir, Aurore Berger, sur l'impôt sur la fortune immobilière. Parce que vous avez dit qu'on n'est pas la même personne selon qu'on a un patrimoine de 2 millions d'euros ou de 50 ou 100 millions d'euros. Ça s'entend très bien, en effet. En revanche, si on est une personne qui a un patrimoine de 100 millions d'euros placé dans l'immobilier, et si on est une personne qui a un patrimoine de 100 millions d'euros placé dans un yacht, des chevaux de course ou des voitures de collection, on est les mêmes personnes, mais on n'est plus les mêmes contribuables. Est-ce que là, il n'y a pas quand même une incohérence? Alors, ça a été corrigé. Oui, mais pas complètement. Dès le premier projet de loi de finances, notamment sur la question des yachts, etc. Parce qu'en effet, il pouvait y avoir une forme d'incohérence. Donc, c'était normal au moment de la transformation de l'ISF. Moi, j'assume pleinement la transformation de l'ISF en impôt sur la fortune immobilière. C'est-à-dire, on réinjecte de l'argent dans l'économie. Oui, mais ça, pour l'instant, il n'y a aucune vérification. Écoutez, on voit quand même l'augmentation... C'est un espoir, au fond. Non, ce n'est pas juste un espoir, parce qu'on voit à la fois la manière avec laquelle les investisseurs étrangers se comportent, et on voit aussi les investissements qui ont augmenté dans les fonds propres des entreprises. Et ça, vraisemblablement, il y a quand même un fléchage qui est dû à l'ISF. Et de toute façon, on a toujours dit qu'on l'évaluerait. C'est d'ailleurs notre rôle de parlementaire que de le faire. Donc augmenter l'IFI, alors donc augmenter l'IFI, c'est-à-dire d'un côté... Oui, sur les deux contribuables, là, qui ont un patrimoine immobilier ou un patrimoine, finalement, en valeur. Alors, moi, à partir du moment où c'est un patrimoine en capital qui permet de réinjecter dans l'économie, moi, non, mais la voiture de course, ça ne permet rien du tout. Enfin, la voiture de collection, ça ne permet rien du tout. Mais peut-être qu'il y a quelques sujets très particuliers, des petites... Les œuvres d'art. Qui sont des niches. Sur les œuvres d'art, moi, je le distingue parce que je pense que c'est important qu'on garde un patrimoine en France. Dans les musées. En France, pas que, parce que les musées n'ont pas forcément toujours tous les moyens de le faire. Je pense que c'est des choses qui sont plus discutables. C'est pas la même chose d'avoir un yacht et d'avoir des œuvres d'art et de pouvoir les transmettre. De faire en sorte que notre patrimoine puisse aussi rester vivant et rester en France et pouvoir se transmettre. Après, il y a peut-être des sujets comme ça de niche fiscale ou des sujets de fait de niche, comme vous l'évoquez, qui pourraient mériter des corrections. Moi, je n'y suis pas du tout fermée. Par contre, je pense qu'il faut garder la ligne sur l'ISF. On doit réinjecter de l'argent dans l'économie et ça se vérifie dans les fonds propres des entreprises. Et après, pas un nouveau contribuable supplémentaire à l'impôt sur la fortune immobilière. On ne changerait pas le plancher. Par contre, on peut réinjecter plus de progressivité au sein de l'impôt sur la fortune immobilière. Pour redire un mot des propositions sociales que fait votre parti, vous diriez que c'est des propositions qui sont plus à gauche, que c'est un virage social, si on doit y mettre un mot. C'est vrai, quand Emmanuel Macron a été élu, il avait dit « je vais libérer et protéger ». Il a libéré avec la loi travail, mais est-ce qu'il n'a pas oublié le volet, le chapitre protéger, protection,
qui a été un peu mis de côté. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est pas la séance de rattrapage? Non, je ne pense pas que ce soit une séance de rattrapage. Moi, je me sens très à l'aise sur mes deux jambes. Je ne suis pas unijambiste. Et il y a en effet la partie... Oui, mais la jambe gauche, elle n'était pas très musclée. Mais moi, je trouve qu'elle l'est. Après, tout dépend... Mais elle l'est maintenant avec vos propositions ou Je pense qu'elle l'était d'ores et déjà. Tout l'effort qu'on fait sur la formation professionnelle, où est-ce qu'on le classe? C'est donner plus de liberté, en effet, de pouvoir demain être mobile, choisir son emploi, mais c'est aussi une protection quand vous êtes mieux formé tout au long de la vie. Et ça, je pense que c'est la première des protections. C'est une meilleure protection aussi quand, dès le plus jeune âge, vous bénéficiez d'un meilleur niveau d'éducation, avec le dédoublement, par exemple, dans les classes de CP et de CE1, que tout le monde nous disait impossible à réaliser. Donc moi, je pense qu'il y a un équilibre, en effet, qui est le nôtre, de plus de liberté, de plus de mobilité et plus de protection aussi pour celles et ceux qui n'ont pas les moyens de cette mobilité initialement. Et ce qu'on propose, ce sont des éléments supplémentaires qui nous paraissent utiles dans le débat public, de protection de gens qui sont plus vulnérables, qui sont plus fragiles, notamment ceux qui ont des petites pensions de retraite. On a déjà amorcé un gros effort sur la revalorisation du minimum vieillesse, de l'ASPA. Et je pense qu'il faut en effet qu'on puisse aller au bout de ce qu'on a promis, et c'est bien prévu sur le minimum vieillesse. Mais il y a aussi des retraités qui ont un peu au-dessus du minimum vieillesse et pour lesquels c'est vrai que ne pas avoir indexé sur l'inflation a été un coup un peu dur sur leur porte-monnaie. Encore un mot sur une des propositions formulées dimanche à Chartres par Stanislas Guerini, la proposition ou les propositions de loi citoyennes. Alors, a-t-il dit, dès qu'un sujet mobiliserait un certain seuil de citoyens, 1 million par exemple, un projet de loi serait élaboré par une conférence de consensus de citoyens tirés au sort avant d'être examiné dans un deuxième temps par l'Assemblée. On pourrait donc imaginer que la question de l'ISF surgisse à l'Assemblée nationale et qu'une proposition de loi de rétablissement de l'ISF doive être examinée en dépit de la volonté de la majorité. Mais c'est pour ça qu'on dit que c'est une proposition de loi qui serait une proposition de loi citoyenne. On a aujourd'hui des niches parlementaires qui sont réservées, c'est-à-dire un ordre du jour qui est réservé aux différents groupes politiques. Bien, quelque part, c'est réserver une partie de notre ordre du jour à l'examen de propositions de loi qui émaneraient des citoyens. Pour comprendre le processus de ce système, 1 million de personnes se sont prononcées en faveur de la restauration de l'ISF. Je ne sais pas si ce sera forcément ce sujet-là. On est dans un cas d'école. La conférence de consensus travaille et, imaginons, considère que le projet est bon, ça arrive à l'Assemblée nationale. Et là, on a un débat. Mais vous votez comment ? Vous votez en conscience, dans le respect de vos idées politiques, ou en tenant compte de cette expression populaire qui s'est faite ? Mais c'est les deux. C'est-à-dire que je pense que par rapport à ce qu'on a pu entendre sur le RIC notamment, l'objectif pour moi du grand débat national, c'est à la fois de réconcilier les citoyens entre eux, mais aussi de réconcilier les citoyens par rapport à la politique, par rapport à leurs responsables politiques. L'avantage pour moi de la proposition de loi citoyenne, c'est qu'elle permet ça. C'est à la fois de la démocratie délibérative directe, les citoyens s'emparent d'un sujet, et le seuil d'1 million de personnes, il est régulièrement atteint. On l'a vu avec la pétition pour le climat, qui a largement dépassé ce seuil, et dans un temps record. Donc ça veut dire que c'est atteignable, ce seuil. Mais on le fait en coïncidence avec la démocratie représentative qui s'empare du sujet, ce qui obligera, quel que soit en effet le sujet, il faut délimiter quels seraient les champs d'application, mais si ça rentre dans le champ d'application, eh bien ça obligera le Parlement à s'en saisir, ça obligera à avoir un débat public à l'Assemblée nationale et au Sénat, ça obligera les groupes politiques. Donc ça veut dire que le président de la République n'est plus le seul à décider Et ça veut dire que je pense que le grand débat national, qui est une vraie réussite, on le voit sur les territoires, ça ne doit pas être une parenthèse. Il faut que ça puisse continuer, se poursuivre sous des formes renouvelées de notre vie démocratique. Il y a une aspiration très puissante des citoyens à prendre la parole, pas que ceux sur les ronds-points, mais l'ensemble des Français veulent pouvoir prendre la parole, et c'est bien normal, et contribuer à nous aider aussi à écrire la loi. Et je pense qu'il ne faut pas le faire de manière démagogique en disant tous les dimanches, convocation avec un référendum d'initiative citoyenne, avec des choses qui ne seraient pas évaluées, pas d'études d'impact, avec des sujets qui pourraient être contradictoires le même dimanche. Mais on réunit démocratie directe, citoyenne, et démocratie représentative avec les parlementaires, et ensemble, on élabore la loi. Alors justement, le grand débat touche bientôt à sa fin. Vous en avez animé quelques-uns chez vous. Qu'est-ce que vous retirez ? Est-ce que vous avez eu ce sentiment que les Français avaient besoin, dans le fond, de s'exprimer ? Est-ce que c'était un besoin impérieux et que, dans le fond, ça les a peut-être aussi un peu aidés, soulagés à parler ? Et il ne faudra pas, en réalité, que ça reste lettre morte. Bien sûr. De ce qui a été dit. C'est vrai que ça soulève une attente qui est forte parce qu'on a vu que c'était une vraie réussite, à la fois plus d'1 million, 400 000 contributions en ligne,
les différents cahiers qui étaient en mairie, et puis plus de 10 000 réunions sur le territoire. J'en ai fait un certain nombre dans mon département, et c'est à la fois, c'est pas juste la volonté « je veux m'exprimer ». C'est aussi la volonté de dire je veux participer à trouver des solutions. Ce qui est une bonne chose. Pour que quelque chose arrive. Exactement, derrière, c'est pas juste je veux dire ce que j'ai sur le cœur. Parfois il y a un peu de ça, les gens ont des choses à nous dire qu'on entend. Et je pense que ça c'est important que les parlementaires, que les élus entendent évidemment directement les citoyens, ce qu'on fait de manière régulière. Ça réinjecte aussi de la complexité un peu dans le débat, parce que quand vous avez une assemblée devant vous, 100, 200 personnes, eh bien on met pas toujours les mêmes mots derrière le terme de justice sociale, de justice fiscale. C'est pas tout à fait les mêmes aspirations, et ça démontre aussi la complexité ensuite de ce que vous dites, c'est-à-dire l'arbitrage politique que nous, on va devoir avoir à l'issue du grand débat. Aurore Berger, dans sa tribune aux Européens il y a quelques jours, Emmanuel Macron a proposé d'interdire le financement des partis politiques par des puissances étrangères. Et il y a quelques jours aussi, mais un peu plus tard, Marine Le Pen a révélé, et l'information a depuis été confirmée, que le parti Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe, avec lequel La République En Marche envisageait une coalition pour les européennes, avait touché de l'argent de plusieurs entreprises, parmi lesquelles Bayer, qui fabrique le glyphosate. Quand on veut éviter l'influence des puissances étrangères dans la vie politique, est-ce qu'il ne faudrait pas aussi se prémunir de celle des grandes puissances financières comme les multinationales? Bien sûr, et on l'a dit de manière très claire, Stéphane Séjourné, qui est le directeur de campagne des Européennes, a fait un communiqué de presse aujourd'hui même en disant qu'il était inenvisageable que l'on puisse s'allier à un parti politique qui acceptait d'être financé par les lobbies. Le parti a répondu qu'il n'était pas au courant, et le qu'il parti, ne comprenait pas. Non, le parti vient de répondre en disant, quelques secondes peut-être. En effet, il y a quelques minutes, mais le parti vient de répondre, la LDE, en disant qu'il mettait un terme à ces pratiques-là. Donc ça veut dire aussi que par la voix de la France et par la voix, en l'occurrence, de La République En Marche, qui a dit très clairement à des partenaires potentiels, attention, si vous voulez qu'on puisse travailler ensemble, on a des nouvelles règles du jeu à faire respecter. C'est en effet il faut que ça pas fasse école, que ça soit terminé, ces financements au Parlement européen. Mais c'est essentiel. S'ils sont interdits en France, ce genre de financement, donc est-ce qu'il faut l'interdire en Europe? Mais je suis tout à fait d'accord. C'est-à-dire qu'on ne peut pas à la fois, nous, dire il ne faut pas d'ingérence étrangère et accepter une ingérence financière. Et en effet, on doit se libérer de ça. Je pense que les citoyens sont en attente aussi de beaucoup de transparence sur la manière avec laquelle on prend nos décisions politiques. Et il ne faut pas qu'ils puissent penser que nous soyons sous influence de quelconque lobby et de quelconque puissance, qu'elle soit étrangère ou financière. Et nous l'avons dit très clairement, jamais nous ne participerons à des alliances électorales si on accepte le financement de lobbies. Et ça, je pense que c'est une position qui est très saine, et j'attends que l'ensemble des partis politiques de notre pays le disent. Donc La République En Marche va former son propre parti, son propre groupe au Parlement? Ça dépendra ça ira déjà au-delà de La ouais. République En Marche. On a une élection qui est majeure le 26 mai prochain. J'espère que de nombreux de nos concitoyens viendront voter, parce que dernières élections européennes, malheureusement, il y avait une abstention qui était extrêmement forte. Je pense qu'il faut se saisir de cet enjeu pour dire quelle Europe on veut ou quelle Europe on ne veut plus, typiquement sur la question des lobbies que vous évoquiez. Voilà, on est arrivé au terme de cette émission. Merci Aurore Berger. Merci à vous et à Camille Néran et à Charlotte Turien-Tomaca. Merci, elles ont préparé cette émission. Et merci à toute l'équipe technique. À très vite. Merci. Jumping jars when I enter, running on the post with no contender. Kia Stonic, à partir de 167 € par mois, sans apport. Garantie 7 ans Kia. Preuve de qualité. Kia, the power to surprise. Remarquez-vous la musique à l'image? Quelle musique vous fait vibrer? Quel artiste êtes-vous? Vous maîtrisez le montage de musique à l'image? Exprimez votre talent en participant à la 3e édition du prix RFI Instrumental. Inscrivez-vous avant le 22 mars sur rfi-instrumental.com/fr/prix.